Salut Greg. Salut Jean-Fred, comment ça va? Ça va bien, on pose le contexte, on dit si jamais vous entendez des pucks, des bandes, des tirs comme ça, c'est normal, parce qu'on est dans une loge au Vernet. Exactement, on s'est déplacé aujourd'hui pour accueillir notre micro Yann Cadieux. Salut Yann. Salut Greg, salut Jean-Fred. Salut Yann. Comment vas-tu, tout simplement? Ça va bien, merci. C'est un exercice pour toi qui est pas facile, l'interview, c'est vrai? Non, pas nécessairement, c'est pas la chose que je préfère et c'est pas la chose que je fais le plus, mais je t'avais promis que je viendrais une fois et me voilà. C'est vrai, tu m'as dit tu t'es battu pour que je sois là, c'est vrai que je me suis pas battu, je me battrai pas avec toi, hein, je prendrai pas le risque, mais c'est vrai qu'on en a parlé plusieurs fois et tu m'as dit un moment je te promets je viendrai. Ça me fait vraiment très plaisir que tu aies accepté cette invitation. Ça me fait plaisir de partager un petit moment avec vous. Et pourquoi tu disais ouais j'aime pas trop ça en fait? Disons, je suis né dans le monde du hockey et j'ai vécu beaucoup de choses, que ce soit avec les journalistes et la presse. Et je suis quand même quelqu'un de réservé aussi. C'est pas un exercice où je me sens le plus à l'aise et que j'aime vraiment. Tu sens une différence entre la presse quand tu étais plus jeune et quand tu étais joueur et la presse de maintenant? Oui, ça a beaucoup changé. J'ai l'impression, sans vous lancer des fleurs, je pense que le hockey est beaucoup plus suivi aujourd'hui. Et ça, c'est même, on va dire, le hockey suisse s'est professionnalisé sur la glace, mais je pense même à l'extérieur. Et comme une fois, c'est pas pour vous lancer des fleurs, mais il y a beaucoup de monde qui s'intéresse et ça fait une bonne publicité pour le hockey. Il y a une différence qu'on est plus suivi aujourd'hui. Et toi, face au micro maintenant, depuis que ça fait maintenant un moment que tu es habitué après les matchs à venir nous parler. Moi, je t'ai toujours dit, je te trouve hyper intéressant à l'interview parce que justement, tu nous dis des choses. C'est pas le cas de tout le monde à l'interview, je vais pas citer de nom, mais tu nous dis des choses, tu as une capacité d'analyser assez rapidement les matchs, je trouve. Toi, tu te sens aussi de plus en plus à l'aise? Oui, je me sens à l'aise. Je sais que ça fait partie du jeu et je vais dire c'est pas la chose que je préfère, mais je viens volontiers et quand je dois le faire, j'essaie d'être le plus honnête et le plus objectif possible et dire ce que je pense. Ça fait partie du job, tu dis aussi. Est-ce que c'est facile à intégrer? Parce que être avec les joueurs, être sur le banc, prendre des décisions et tout, ça, c'est OK. Mais finalement, une part de l'entraîneur maintenant, c'est aussi, et on le voit notamment dans le sport américain, et puis je dirais même aussi dans le football européen, les conférences de presse, ça fait partie intégrante du job. C'est facile à accepter ça? Ça fait partie du job, ça fait facile, je ne sais pas si c'est facile, mais on apprend et on apprend beaucoup sur soi-même aussi. Je pense que la manière à communiquer, à certains moments, on peut même employer la presse pour faire passer des messages, que ce soit envers nos joueurs ou envers l'extérieur. Je pense que c'est comme tout, c'est quelque chose qu'on apprend et il faut y travailler aussi pour bien l'employer. Il y a une forme de thérapie. Finalement, tu dis, j'apprends sur moi, de discuter des fois. Est-ce que tu te dis, tu te livres un peu plus, puis tu te dis, finalement, je me suis quand même vachement livré sur ce coup-là. Moi, c'est comme Greg l'a dit avant. Moi, personnellement, je déteste m'écouter ou me voir à la télévision parce qu'on se sent jamais bien. Je pense qu'on est tous un peu comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui est comme ça. Mais à la fin, à certains moments, quand je me réécoute ou quand le chef de presse me fait des feedbacks, il dit tiens, t'as été bon là, t'as dit ça ou t'as dit ça. Ça fait à certains moments, oui, ça. Comme je dis, on apprend sur soi-même qu'on est capable de se relâcher, surtout après des matchs. Tout d'un coup, il y a beaucoup d'émotions, que ce soit en positif, en négatif. J'allais dire, c'est vrai que notre métier, souvent, nous, on a tendance, on le prend normalement, mais il faut bien se rendre compte que 5 minutes ou bien même 10 minutes après un match, vous avez 4-5 personnes, une sorte d'aéropage qui vient comme ça, puis vous dit « Alors, ce match ?» Être capable de verbaliser de ce qui s'est passé, d'être pertinent, c'est pas un exercice forcément facile. Il faut aussi se rendre compte. Hein. Ah ouais, absolument. Puis nous, on voit aussi, on parle tout le temps de bons clients quand on parle des joueurs aussi plus facilement. Et puis c'est vrai que tout le monde n'a pas cette même facilité-là. Mais bon, assez parler communication, on parle un peu de hockey à ce podcast aussi. Exactement. Bon, comme on l'a dit, donc on a enregistré cet épisode un tout petit peu avant la fin de la saison régulière, donc on peut pas être très précis sur le classement, etc. Mais quand même, toute la saison, vous l'avez passé aux avant-postes, on va dire, avec Genève Servette. Toi, tu l'as vécu comment cette saison? J'ai l'impression qu'on a commencé hier. Je me souviens qu'il y a 2 parties à la saison jusqu'à maintenant, ou 3 parties. Il y avait la première partie que l'année passée, on a recommencé les entraînements d'été quand le lendemain du premier match de la finale. Ça remonte à très loin en arrière.
Et ensuite, il y a eu le camp d'entraînement du mois d'août quand on retourne sur la glace. Et le début de saison, et cette saison, j'ai l'impression qu'elle est passée très vite. On va dire, il y a eu beaucoup de hauts et beaucoup de choses positives. Et elle s'est mieux passée peut-être qu'est-ce qu'on pouvait espérer, même si sur le papier, on a une très très bonne équipe. Ça s'est quand même très bien passé jusqu'à maintenant. Depuis que tu as repris l'équipe, je me rappelle la fin de saison. C'était quoi, le mois de novembre 2021 Ouais. C'est plutôt un conte de fées. Alors peut-être que tu aurais préféré aller plus loin en play-off que les pré-playoffs la saison passée, mais sinon, en termes de victoire, en termes de jeu, je crois que les supporters des Vernets sont plutôt satisfaits de ce qui se passe en ce moment. On va dire en termes de statistiques, Voilà. elles sont positives. Après, il y a ce couac des pré-playoffs de l'année dernière. On va dire, c'est le seul bémol. Et malheureusement, c'est ce qui reste encore un peu à certains moments, même encore aujourd'hui, à travers la gorge. Et il est bien ancré à quelque part dans ma tête. Mais à part ça, le reste, je suis très satisfait. Mais j'ai de la chance de coacher une très bonne équipe, alors ça aide aussi. Tu dis ça aide. Tu as l'impression que cet échec de l'année passée en pré-playoff, tu as déjà appris des choses pour les playoffs qui nous attendent là d'ici quelques jours? Déjà, j'ai surtout appris beaucoup de choses sur les pré-playoffs. Je me souviens dans toute la semaine avant les pré-playoffs qu'on se posait toujours la question si on devait aborder ça justement comme des pré-playoffs ou comme des playoffs déjà, et de dire à la place des quarts de finale, c'est les huitièmes de finale. Et aujourd'hui, je peux dire avec du recul, je pense qu'on l'a trop abordé comme des pré-playoffs l'année passée, à la place de dire ça c'est un huitième de finale déjà. Et même si c'est un huitième de finale un peu bizarre sur 2 matchs, c'est très compliqué. C'est pas une vraie série de playoffs. Oui, il y a quand même des leçons qui ont été tirées. Je pense qu'on apprend beaucoup de nos échecs. Mais ce format de best of 3, donc d'avoir finalement 2 matchs à gagner, c'est quelque chose de très particulier. Il n'y a déjà pas le droit à l'erreur en règle générale, mais on sait que sur une série en best of 7, tu peux peut-être passer à côté d'un match. C'est finalement possible. Là, on a l'impression que non, il faut être... c'est la forme du moment. Disons, moi, ce qui me dérange le plus, c'est ce qui est pas bien fait ou ce qui devrait être changé, c'est mon avis, c'est que l'équipe qui finit mieux classée devrait commencer à l'extérieur. Pour moi, l'avantage de la glace, tu l'as si justement tu perds match numéro 1, tu reviens à domicile et tu joues match numéro 2 et 3 à domicile. Parce que, on va dire justement, l'équipe qui a l'avantage de la glace, tu fais comme nous l'année passée, tu joues le premier match, on le perd 2-1 au Vernet. Je pense que les tirs, je me souviens bien, c'était 44 à 26 ou 27 pour nous. Ça fait, tu fais un bon match, mais tu perds le match 2-1. Et tu vas à Lugano dans une atmosphère compliquée, dans un environnement compliqué. À la fin, ce n'est pas vraiment l'avantage de la glace. Tandis que pour moi, tu as moins de pression de commencer à l'extérieur. Sur une best of 3, personnellement, je pense que tu as moins de pression de commencer à l'extérieur. Ça fait... Personnellement, j'aimerais bien que le modus soit changé dans l'autre sens et dire, regarde, l'équipe qui a fini devant, et elle commence à l'extérieur. C'est presque contre-intuitif finalement de se dire que si tu finis mieux, tu commences à l'extérieur. On a tellement l'habitude de commencer à domicile pour donner cet avantage-là. Tu vas directement mettre la pression sur l'adversaire, le fameux Heimnachteil de Ralph Kruger en 2008. J'y reviens, je crois, un épisode sur 2. Ça m'a marqué cette phrase du Heimnachteil. C'est très intéressant. Le désavantage de jouer à domicile certaines fois qui peut exister. Ça t'a préparé cette saison différemment finalement, ces 2 matchs-là, alors que vous étiez sur une fin de saison qui était vraiment excellente. Est-ce que ça t'a beaucoup remis en question ou finalement tu t'es juste dit c'est un accident mais le processus est le bon? Non, le processus est le bon. C'est quand il y a des échecs, tu te remets toujours toi en question, tu remets tout ce qui a été fait en question. Et à la fin, si pendant 29 matchs, on a joué avec 2.2 de moyenne ou là autour, je ne sais plus exactement, c'était une excellente moyenne. On était sur des moyennes qu'on avait... C'était presque impossible de tenir, même sur 29 matchs. Et à la fin, c'est pour ça, le processus, c'était juste ce qui nous a mené là. C'est la gestion peut-être du dernier bout. Et je pense que l'année passée, ce qui nous a fait mal aussi, c'est qu'à la fin, on a gagné. Puis même les 3 derniers ou les 4 derniers matchs, on les gagne tous. Et à la fin, pour un point, tu ne te qualifies pas. Et mentalement et physiquement, on a quand même laissé, je peux dire même plus mentalement, on a laissé des plumes là-dedans que tout d'un coup, avec l'euphorie qu'il y avait, on pensait pouvoir quand même se qualifier et mentalement, il a manqué un peu de jeu. Mais justement, là, vous êtes dans une situation complètement inverse.
C'est l'exact opposé de ce que vous avez vécu l'année passée, à savoir, vous avez fini toute la fin de saison en étant sûr d'être dans les 2 premiers, on va dire, ou clairement sûr d'être dans les 2 premiers. Comment toi tu gères ça justement, cette gestion des énergies? Il faut que tout le monde monte en puissance parce que les playoffs arrivent, mais en même temps il ne faut pas non plus trop tirer parce qu'il faut que les organismes soient bien gérés. Moi, disons, il y a 2 choses à gérer. Je pense là, il y aura cette semaine de pré-playoff. Cette année, il faudra la gérer d'une manière différente. L'année passée, tu jouais, alors on sait ce qui s'est passé. Et cette année, tu joues pas. Ça va quand même être 8 jours qui vont être très importants à gérer. Et là, si on revient à ta question, on va dire les 6-7 derniers matchs de la saison régulière, c'est quand même quelque chose de compliqué à gérer aussi parce que voilà, encore une fois, avec tout le mérite va aux joueurs, qu'on a réussi à se qualifier rapidement pour ces playoffs. Je crois qu'il restait à 8 matchs de la fin, on était qualifiés. Ça fait là maintenant, moi le discours c'était qu'on ne veut rien changer, on parle de processus. Depuis le mois d'avril dernier, on a commencé à parler de processus et de bonnes habitudes et de jouer du bon hockey. Ça fait, nous, notre job, le coaching staff, c'est de mettre la pression sur les joueurs, de continuer à le faire. Mais souvent on entend ce discours, justement. Je pense que les coachs, vous êtes tous pareils, vous voulez pas que la pression retombe, mais c'est presque, vous savez que c'est humain, en plus tu as été joueur pendant très longtemps. Est-ce que des fois vous dites, mais on avait dit que ce début de match, ça allait être... Pourquoi il y a 3-0 pour l'adversaire? On avait dit qu'il fallait faire attention à l'extérieur. Et des fois, on est un peu démunis. On se dit, mais je peux faire quoi de plus? Je les avais prévenus. Disons, ça fait partie, on a dit, du développement et de l'apprentissage de l'entraîneur aussi. C'est justement cette gestion d'un groupe après, de dire que justement, quand tu as une journée comme ça, c'est comment tu vas gérer ou comment tu vas réagir par rapport au groupe. Et c'est ce qui est très important dans la communication d'aujourd'hui. Tu peux les préparer, ou on peut se préparer parce qu'on les prépare eux, mais à la fin, on part tous ensemble au combat. Alors, on peut se préparer le mieux possible. Et c'est une journée sans, ou c'est une journée, tout d'un coup, on n'est pas concentré et les choses vont de travers. Il faut à certains moments peut-être être capable de prendre un peu de recul et dire, hey, voilà, tu l'as très bien dit, c'est humain, c'est naturel de se retrouver dans cette position. Ça peut arriver même dans des matchs ultra importants. Il y a des équipes qui passent à côté de matchs très importants. Ça arrive certains jours, c'est apprendre à relativiser. Et si ça arrive régulièrement quand tu es dans une phase comme on est maintenant, ça ne serait pas positif. Cette pause de 8 jours, tu disais, justement, est-ce que comme ça, tu te dis, c'est cool, on va pouvoir reposer les organismes finalement. J'ai des joueurs d'un certain âge aussi, je pense notamment à Phil Poula, à Winnick. Ou alors tu te dis, c'est dommage, on va perdre peut-être un petit peu en tension, il va falloir Qu'est-ce que tu préférerais toi? Continuer ou bien finalement tu t'accommodes très bien de cette pause? Personnellement, j'aurais continué parce que c'est quand même, tu es dans le rythme, tu es dans quelque chose. Là, tu coupes le rythme, ça fait... À quelque part, ça va être important maintenant, ça va être à nous de trouver le juste dosage entre vouloir s'entraîner quand même avec une certaine intensité pour qu'on soit prêt pour le match numéro 1, mais justement aussi pouvoir reposer certains joueurs sans les tuer à l'entraînement aussi. On a eu beaucoup de questions. On a demandé à nos auditeurs s'ils avaient des questions pour toi. On en a quelques-unes sous le coude. Il y en a une, il faudra juste que tu me répètes de qui elle vient, mais je trouve qu'elle tombe bien maintenant. Ouais. C'est les playoffs en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Tu les abordes différemment? Est-ce qu'il y a une pression qui est différente? Alors, ouais, c'est Swiss Yannes Spot notamment, mais je crois qu'il y a aussi quelqu'un d'autre qui a posé cette même question. C'est différent en tant que coach? Oui, en tant que coach, pour moi, c'est totalement différent parce qu'en tant que joueur, tu tombes dans une routine, tu suis un plan et à la fin, le coach, c'est quand même la personne qui est, on va dire, c'est le capitaine du bateau. Il y a beaucoup plus de responsabilités. Quand je dis le coach, c'est le coaching staff aussi pour moi parce qu'on est tous ensemble. On est un groupe de coachs, c'est ça qui apporte le succès. C'est que nous, on est dans une série, quand tu commences à jouer à tous les 2 soirs contre la même équipe, il y a des adaptations à faire, il y a des changements à faire et tout ça. Et toi, comme joueur, tu es là pour exécuter. Tandis que le coach, il doit quand même gérer beaucoup de choses autour. Ça fait la pression n'est pas la même. Je pense que la pression, elle est à quelque part plus facile à gérer pour les joueurs. Moi, je le trouve. Ou moi, je trouve comme joueur, tu contrôles parce que tu es sur la glace. Alors, tu t'arrives à contrôler. Nous, à certains moments, en tant que coach, tu es à l'extérieur. Tu peux faire tous les changements. Comme tu l'as dit avant, on peut préparer les plans. Mais tout d'un coup, à certains moments, sur la glace, tu peux pas contrôler, on va dire, les choses de la même manière.
Comment tu te définis comme coach? Est-ce que tu es un coach actif? T'aimes bien voir des coachs qui sont tout le temps là? Parce que nous, on est un peu à se dire des fois, ah, là, il est un peu passif, il a les mains dans ses poches, mais pourtant, on sent qu'à l'intérieur, ça doit bouillonner. Et puis, des fois, on voit des coachs très volubiles qui sont tout le temps en train de bouger, puis on se dit, ah lui, alors, ça a l'air d'être un bon coach. Comment, toi, tu définis ça? C'est quelque chose, j'essaie de travailler sur moi, quand j'ai commencé, ou même l'année passée, peut-être au début, je criais plus et j'étais beaucoup plus dur. Et maintenant, j'essaie à certains moments de prendre un peu plus de recul aussi pour être un peu plus calme et aussi essayer d'apporter une certaine sérénité sur le banc et du calme sur le banc. Alors, s'il faut élever la voix, que ce soit durant les pauses ou comme ça, il n'y a aucun problème, aussi de temps en temps sur le banc, mais j'essaye justement d'être calme et de canaliser un peu plus mes énergies. Tes assistants, Franson et Trey, il est jeune aussi, il a beaucoup d'expérience en tant que joueur. Comment tu parlais du coaching staff, j'ai bien aimé, tu as dit tout de suite le coach, tu t'es tout de suite t'as dit le coaching staff pour montrer bien l'importance. Comment tu vis avec, ils sont plutôt, Franson, j'essaie de me rappeler l'âge comme ça, mais c'est plutôt assez jeune, il a beaucoup d'expérience, mais c'est pas un vieux ou bien? Oui, lui, il est un peu plus âgé, il a la cinquantaine. C'est important d'avoir quand même un gars qui a un petit peu plus de bouteille, on va dire. Moi, c'était une des choses que je recherchais l'année passée quand on m'a donné la chance de reprendre l'équipe. C'était quand même de prendre quelqu'un qui avait plus d'expérience que moi et qui pouvait jouer un peu un rôle de mentor. Parce que je sais que je suis jeune, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et on en apprend tous les jours. Mais justement, d'avoir quelqu'un qui a un peu plus de bouteille et qui a du vécu, ça aide beaucoup. Et sur ce point de vue-là, Ricard, c'est quelqu'un tactiquement qui est très bon aussi. Et humainement, il a un très bon contact avec les joueurs. Et comme c'est un ancien joueur aussi, il a beaucoup de vécu et il connaît bien la Ligue suisse. Et c'était vraiment le profil que je recherchais. Pour ça, on va dire, Ricard, c'est une force tranquille aussi, mais quelqu'un c'est un volcan aussi à certains moments. Quand il lâche, il lâche. Et tandis que Yorick, c'est le côté humain. C'est quelqu'un moi, j'ai joué avec lui ici à Genève. J'étais à l'école, on a été à l'école ensemble. On avait 16 ou 17 ans au Canada. On s'est retrouvés, c'était pas planifié, mais on s'est retrouvés dans la même école au Canada à 16-17 ans. C'est quelqu'un que je connais aussi depuis longtemps. Et je pense que c'est un bon jeune coach qui, dans quelques années, a tout le potentiel pour devenir même un très bon head coach. Pour moi, à la fin, après, quand on cherchait un deuxième assistant, c'était intéressant de trouver un profil aussi, de donner la chance à un jeune peut-être de se développer. Parce qu'à la fin, comme je dis, moi j'ai la chance de me développer avec Ricard, mais c'est aussi de prendre quelqu'un qui est très qualifié au point de vue hockeystiquement, mais aussi de donner la chance. C'est comme quand on prend des joueurs, on a toujours plaisir de voir des joueurs faire des pas en avant, et là, d'avoir peut-être un autre assistant avec soi qui peut, dans quelques années, qui sera peut-être head coach, c'est quelque chose, moi, en tout cas, qui me tient à cœur. Il y a un côté good cop, bad cop entre vous trois. Est-ce que des fois, il y en a un qui prend un peu ce côté père fouettard et puis l'autre qui vient un peu taper sur l'épaule en disant « Non, je suis avec toi ». Tu vas être surpris par rapport à ce que tu dis peut-être quand tu me vois de l'extérieur, mais c'est plus moi le bad cop, et Yorick en tout cas c'est le good cop, et c'est pour ça aussi, comme je l'ai expliqué avant, son côté relationnel il est très important qu'il prend. Et Ricard, on va dire, il est au milieu. Généralement c'est plus le good cop, mais il y a des jours il fera le bad cop aussi. Mais tu acceptes volontiers ce rôle-là. Finalement, j'ai l'impression que d'une certaine manière, c'est toi qui est quand même au front le premier, et que c'est toi qui vas prendre les coups, et que finalement d'être le mauvais, celui qui a le mauvais rôle, c'est presque logique. Oui, c'est logique. Et ça fait partie du, on va dire, de mon tempérament à moi aussi, que je sais qu'à certains moments, et comme je l'ai dit, c'est quelque chose que je dois apprendre, c'est quelque chose que je peux améliorer encore, mais je pense que je me suis amélioré, mais à certains moments, oui, quand ça explose, ça explose. Moi, j'ai une question en 2 volets pour toi. Le deuxième, tu vas vite voir dans quel sens je vais aller. Mais est-ce que Yann Cadieux, le coach, aurait aimé avoir Yann Cadieux, le joueur? Non, je pense, ou quoique oui, parce que je pense qu'Yann Cadieux, le joueur, était un très bon soldat J'allais dire, ouais. C'était un excellent soldat qui
qui acceptait son rôle et qui acceptait ses tâches et qui a toujours tout donné pour l'équipe. Ça fait, on va dire, Yann Cadieux, le coach, aurait pris Yann Cadieux, le joueur, pour jouer sur une 4e ligne, mais il aurait pris d'autres joueurs avant Yann Cadieux, le joueur, pour aider l'équipe à avoir du succès. Ouais, mais on a besoin de ça. Et puis Soldat Cadieux, il aurait aimé avoir Caporal Cadieux, du coup. Je pense que j'étais à bonne école avec mon père. Ça fait le soldat Cadieux aurait su vivre avec le coach ou le caporal Cadieux. Bon, on va s'attarder un peu plus sur toi, maintenant l'ancien joueur et le jeune coach, on va dire. Tu viens de me dire que tu étais le bon soldat de 4e ligne, mais quand je vois ta fiche Elite Prospect, on va dire, sans aller chercher trop loin, je vois que tu as quand même une saison à 110 points en QMJHL. C'est pas des statistiques de bons petits soldats, ça, il me semble, non? Non, c'était le joueur qui complétait, ou le joueur d'énergie qui acceptait encore une fois son rôle et qui jouait avec 2 très bons joueurs. C'était 2 joueurs qui peut-être allaient un peu moins dans les coins ou qui allaient un peu moins gratter, mais par contre qui avaient un talent exceptionnel. Et à la fin, si tu leur donnais les pucks et si tu étais capable d'accepter de payer le prix et aller à un endroit où ça fait mal, ben tu récoltais quand même des points, on va dire. Donc ces 2 joueurs, c'est Brad Richards et Juraj Kolnick. Voilà, Juraj Kolnick, on est au Vernet, donc je pense que ça rappelle j'imagine, merveilleux souvenirs à plein de gens qui nous écoutent. Exactement, ouais, j'ai joué avec Juraj 2 ans, de 18 à 20 ans au Québec, dans la Ligue junior majeure du Québec. On a gagné la Coupe Memorial ensemble et ensuite on s'est retrouvés ici au Vernet. Et puis Brad Richards, grande carrière avec Tampa Bay, si je dis pas de bêtises en tout cas. Tampa Bay, Dallas, New York et Chicago. Il a gagné 2 Coupes Stanley. Personnellement, je pense que c'est le meilleur joueur avec qui, ou en tout cas le joueur le plus intelligent avec qui j'ai joué. C'était un artiste qui avait des yeux partout sur la glace. C'était très impressionnant. Tu as encore des contacts avec lui? De temps en temps, on se parle. On va dire ces dernières années, moins, mais de temps en temps, on se parlait. C'était... comme tout, on va dire, moi je suis pas la personne la plus téléphone ou email. Ça fait on va dire les premières années, tu gardes contact et petit à petit on a un peu perdu le contact. Mais si j'étais ami avec Brad Richards, je lui écrirais de temps en temps quand même. Hein. je le ferais. Mais ce passage au Canada, toi tu l'as, parce que c'était quand même à une autre époque, on va dire maintenant. Pendant 5 ans finalement. Exactement. Hein. Et maintenant, il me semble que le jeune qui va au Canada 1 année ou 2 ou 3, ça s'est un peu normalisé, on va dire. Toi, c'était presque un peu une aventure, non, à l'époque? C'était une aventure. J'avais 15 ans, j'avais fini mon école obligatoire en Suisse et je disais toujours à mon père, je vais aller 1 année au Canada pour apprendre l'anglais. Puis il m'a dit, pas de problème, mais c'est moi qui va choisir où tu vas aller. Et il m'a choisi un collège sport-études qui est très très connu au Canada, à Notre-Dame. Par contre, c'est au milieu de nulle part, c'est dans l'ouest canadien, c'est dans les prairies. Ça fait, tu prends la table ici et c'est 1000 km nord, sud, est, ouest. C'est plat comme cette table. Il n'y a pas une montagne, il n'y a rien. Il y a des champs de blé. Et en hiver, avec le facteur vent, les températures descendent jusqu'à moins 60 degrés. Et ça fait, il y avait 400 habitants dans le village, dont 250 étudiants. Les 150 qui restent, c'est les gens qui travaillaient dans l'école et il n'y avait rien à faire. Le prochain village, c'était une demi-heure plus loin, mais il y avait 3 patinoires pour ce collège et c'était vraiment consacré sport-études. À la dure? À la dure, j'ai fait 1 année. La chambre, on était 4 par chambre. Les plus petites c'était plus petit que cette loge. C'était 2 lits superposés. C'était à la dure et j'étais parti avec l'idée de partir 1 année pour apprendre l'anglais là-bas. Et c'est où j'ai rencontré, j'ai joué ma première année au Canada là avec Brad Richards et un autre très bon joueur qui était Vincent Le Cavalier. Et c'est eux, par après, qui m'ont fait... Moi, je suis resté 3 ans là parce qu'après la première année, j'ai dit à mon père, j'étais un peu fou peut-être, j'ai dit je veux retourner là-bas. Puis la seule condition, c'était qu'après, je devais faire 3 ans pour avoir un bac, pour faire un bac international pour finir mon collège. Et j'avais comme objectif d'aller à l'université. Mais après, les 2 joueurs mentionnés m'ont convaincu de les rejoindre parce qu'après notre première année, justement à Notre-Dame, Vincent s'était fait drafter à Rimouski. Il était parti en Ligue junior majeure du Québec. La 2e année, Brad était parti à Rimouski parce que Vincent l'avait fait venir. Et la 3e année, ils m'ont convaincu de les rejoindre à Rimouski. Mais entre-temps, Vincent était déjà parti à Tampa en NHL.
Ouais, c'est quand même des sacrés noms, hein. Rimouski, moi, je suis désolé, hein, mais il y a Marc-Antoine Pouliot et il y a Sidney Crosby, donc voilà. Ouais, le fan des Pingouins là en face est obligé d'avoir l'œil qui frétille quand on parle de Rimouski. Tu vois, pour parler de Marc-Antoine Pouliot, à la fin, on rigole tout le temps parce qu'il a fini dans la même famille. Quand tu es junior majeur, tu vis dans des familles d'accueil et Marc-Antoine Pouliot a fini dans la même famille d'accueil que moi. On en rigole toujours aussi. Que lui est resté très proche de cette famille d'accueil et il a des contacts toujours. Moi, comme je l'ai dit avant, je suis très mauvais à garder contact. Alors, les salutations passent à travers Poulet pour la famille d'accueil. C'est super. Et ça. justement, après ces années au Canada, tu reviens à Lugano. Ce retour en Suisse, il se passe comment? Parce que là aussi, on se rappelle si maintenant un jeune débarque d'Amérique du Nord. On saura ce qu'il a fait, on a peut-être même vu des highlights de ce qu'il a fait. Keanu Derung, si on peut reprendre exemple pour Genève. On a une idée de qui sera ce joueur. Toi, tu es arrivé à Lugano avec quelle étiquette, on va dire? Disons, comme je l'ai dit avant, ma dernière année à Rimouski, on a gagné le titre junior majeur au Canada, la Coupe Memorial. Ça fait quand la saison en Suisse est finie, tous les entraîneurs qui coachaient en Suisse canadiens rentraient au Canada et tous les playoffs et le tournoi final de la Coupe Memorial étaient à la télévision. Ça fait dès qu'on avait fini la saison à Rimouski, j'ai reçu 2-3 téléphones de coachs qui m'ont vu jouer et ils m'ont dit qu'ils étaient intéressés à m'avoir. Et après, c'était le choix de voir que j'avais plusieurs choix. Et je me souviens, le premier club qui m'a appelé, c'était Yursinov à Kloten. Et on avait fini la saison le 28 mai. Et il me disait, ouais, dans 10 jours, on est sur la glace à Kloten. Alors, on est intéressé à t'avoir, ça serait bien que tu sois là. Ça m'avait fait peur un peu de lui dire, attends, on vient de jouer 100 matchs durant la saison. C'était une saison à 100 matchs entre la saison régulière et les playoffs et la Coupe Memorial. Et de dire, 10 jours plus tard, se retrouver sur... J'avais même pas encore le temps de fêter ce qu'on venait de faire, qu'il fallait sauter sur la glace. Ça fait à la fin, j'ai choisi Lugano. Bon, pourtant, toi qui es un peu un dur au mal, on va dire, l'école russe de Vladimir Yursinov, ça devait pas te faire mal, te faire peur? Non, ça aurait été, avec du recul, ça aurait peut-être été un beau challenge. À la fin, Jim Kolev croyait en moi et il y avait aussi beaucoup de romans à l'époque à Lugano. C'était l'époque où il y avait beaucoup de romans à Lugano aussi et j'avais fait mes équipes nationales avec Flavien Cohn, que ce soit les U16, les 17, U18, on a fait les championnats du monde U20 ensemble et lui venait de signer à Lugano aussi et je connaissais plusieurs autres joueurs et comme j'ai dit, à la fin c'était en 2-3 équipes et Kolev m'a convaincu d'aller à Lugano. C'était un challenge pour moi parce qu'à la fin c'était l'année d'avant, les deux ils étaient champions, ils avaient perdu la finale les 2 années avant que j'arrive, il y avait une très très bonne équipe et je commençais presque comme 15e ou 16e attaquant. À quel degré tu penses que ton nom t'a amené aussi soit un petit surplus en disant c'est quand même le fils de, et puis la pression du c'est quand même le fils de? Je pense que ça amenait ça, la pression et le surplus, et ça amenait, quand j'étais jeune, c'était difficile, à certains moments c'était difficile parce que ça amenait beaucoup de jalousie. De la part des, on va pas dire des joueurs avec qui je jouais moins, mais ça amenait surtout des parents des joueurs avec qui tu joues, ça amène tout de suite, parce que dès qu'il y avait quelque chose ou dès qu'on était choisi en sélection, c'était justement, tu avais le droit à cette remarque-là, il est là parce que c'est le fils de, ou comme ça. Et je pense que c'est pour ça que je voulais partir au Canada autant jeune aussi, pour t'arrives là-bas, t'es personne. En fin de compte, t'étais personne et tu partais au charbon et tu devais te prouver tous les jours. Je me souviens, la première année au Canada, quand j'ai joué avec Brad et Vincent, on arrive le premier jour, tu avais une pancarte sur le mur, tu avais 80 noms divisés en 3 équipes et puis pendant une semaine, c'était des try-outs et après les 20 meilleurs ou les 17-18 meilleurs, ils jouaient dans la meilleure équipe et point barre. Et là, il y avait vraiment plus de fils de. Ça fait... Je pense à quelque part, moi quand j'étais jeune, je dois dire, à certains moments, j'ai souffert de cette jalousie ou ça me dérangeait, ça faisait mal. Plus tard, arrivé au niveau professionnel, je pense qu'il n'y a plus vraiment de fils d'eux parce que quand à la fin tu dois prendre une décision par rapport à ton travail et que tu vas être jugé par rapport à cette décision, je ne connais pas beaucoup de monde qui peut se permettre le luxe de dire je vais prendre ce gars-là parce que c'est le fils d'eux ou le copain d'eux. Je vais rebondir parce que ça, c'est quelque chose qui me tenait à cœur aussi de discuter de ça avec toi. Ce qui nous tenait à cœur, je pense. On va rappeler juste le contexte. 90-91, c'est Fribourg, la belle époque de Fribourg, avec ton père, Paul-André, qui coach, Bikov Komutov et tous les... Comment on vit ça quand on est un jeune? T'es de 1980, donc t'es en pleine construction, t'as entre 10-12 ans comme ça, et puis Fribourg rate le titre. Et puis comment à l'école, il y avait déjà des trucs aussi, tu parlais de jalousie, mais même au-delà de ça.
On a commencé l'interview en rigolant un peu du côté journaliste et tout ça. Et c'est là, à certains moments, qui m'a fait prendre un peu de recul ou de distance par rapport aux journalistes. Parce que ces 3 années-là, je pense, pendant 11 mois, tu étais le fils ou le fils de la personne qui faisait gagner Gauthieron et tout ça. Et tout d'un coup, pendant 2 semaines, tu étais le fils de l'incapable qui a échoué à chaque fois de faire gagner. Et moi, je l'ai dit, et je l'ai vu aussi à certains moments, que ce soit avec certains journalistes, c'est pas nécessairement avec mon père, mais dans l'environnement du hockey, on peut employer l'expression à certains moments d'essayer de salir des personnes un peu, s'en prendre à des personnes alors que c'était pas justifié ou comme ça. C'est pour ça, à certains moments, moi, peut-être, je peux paraître un peu plus froid, que ce soit envers les journalistes ou les personnes autour. Parce que je suis né dans cet environnement. Ça fait, à la fin, je me suis construit une carapace aussi avec ça que, comme je l'ai dit, à l'école, quand tu viens pendant 11 mois, tout le monde te tape sur l'épaule et ton papa, il est génial, ce qu'il fait, c'est génial. Et puis, pendant 2 semaines, je ne peux pas employer les mots parce que c'est mieux pas, mais à la fin, ton papa, c'est, comme je l'ai dit avant, c'est l'incapable qui n'est pas capable de faire gagner Gauthieron. Ouais, c'est n'importe quoi. Est-ce que tu te sens proche finalement? J'essaye de me mettre à la place. C'est plus simple de prendre comme exemple Fribourg, justement, encore, avec Sprunger et Bikoff. Je prends le fils Bikoff aussi, qui a toute cette pression qui est là-dessus. Tu imagines que tu peux avoir le même ressenti que lui, ou en tout cas quelque chose de proche, par exemple, avec ces gens-là? Moi, bien sûr, je pense qu'André, c'est encore un niveau supérieur parce que mon père a une super carrière et c'est un super joueur, mais je pense que Slava, c'était encore un étage au-dessus. Ça fait André, il avait encore beaucoup plus de pression parce que peut-être les attentes sur André étaient encore beaucoup plus grandes. Et le fait que lui soit toujours resté à Fribourg, on va dire, Fribourg, c'est un vrai environnement de hockey, une vraie ville de hockey aussi, où il y a beaucoup d'attentes et beaucoup de pression. Ça fait... des fois, on en parlait même avec André, les 2 ans que j'ai joué avec lui à Fribourg. Et je compatis et je sais ce qu'André peut ressentir ou tout fils d'eux peut ressentir à certains moments. Si on peut à ce micro aussi dire, arrêtez de mettre autant de pression sur ces gens quand vous êtes supporters. Non, mais moi, ça me touche de voir aussi le regard des gens avec qui on parle de ça, justement. On se dit, il y a des êtres humains. Enfin, je veux dire, c'est que du sport, finalement. Mais tu arrives à garder quand même un souvenir positif de cette période fribourgeoise, justement. Sur Fribourg, ils disent les Russes. C'est tout le temps les Russes à Fribourg. Bikoff, Komutov sur la glace. Tu as des souvenirs de cette époque-là? Je ne sais pas si j'ose le dire. J'ai jamais, pour être honnête, moi, je me suis toujours senti moitié canadien, moitié suisse. Ça fait que je n'étais pas du tout fan des 2 Russes. J'étais pas fan des Russes. Aujourd'hui, je suis triste de le dire parce que quand j'ai perdu 5 finales, 4 en tant que joueur et 1 en tant qu'assistant coach. Alors, je sais qu'est-ce que ça veut dire travailler pour arriver si proche d'un but. Alors, je sais combien ça fait mal à mon père de perdre ces finales, mais je me souviens la première année qu'ils avaient perdu contre Berne en finale, j'étais même content parce que c'était l'année d'avant, les Russes avaient battu les Canadiens au championnat du monde. Alors toute l'année, j'étais pour Berne et en finale, Berne avait battu Fribourg. Je me souviens après le match, j'avais été dans le vestiaire de Berne à la place d'aller dans le vestiaire de Fribourg parce que j'étais fan de Tosio et je m'entendais très bien avec lui. Aujourd'hui, ça me fait mal au cœur parce que j'aurais préféré avoir mon père gagner un titre avec Fribourg, mais à l'époque, c'était ma manière de penser. Et voilà, comme j'ai dit, j'ai toujours été comme ça, j'ai dit ce que je pense. Et voilà, on ne va pas changer même s'il y a un micro. Ça me fait penser aussi, on parle beaucoup de ton père, mais ta maman, c'est une Alémanique, si je ne dis pas de bêtises, elle est de Davos. De Davos, oui. Est-ce que tu parles... elle t'a appris le suisse allemand? On va dire c'était presque ma langue maternelle. Au début, je parlais plus suisse-allemand que français. Ça m'aide aujourd'hui aussi beaucoup. C'est, disons, dans la communication, d'être capable de parler. On a des joueurs qui viennent des 4 coins de la Suisse. Je ne sais pas encore le romanche, mais grâce à ma femme, j'ai appris l'italien. Et grâce à ma famille, l'allemand et on va dire le français et l'anglais, ça fait partie. Ça fait au moins, je suis capable aussi, que ce soit avec les Suisses allemands comme ça. Et peut-être à quelque part, même dans mon caractère, j'ai pris quelques gènes un peu de Suisse allemand aussi. C'est dingue finalement de se dire que Marc Gauci aussi, qui est un talent pour les langues, il est capable de s'exprimer lui aussi en italien, en allemand, français, anglais. Est-ce qu'il y a une petite connexion qui s'est opérée? Vous avez aussi
ce lien-là, tu penses? Parce que vous vous entendez bien avec Parler Marc? en quelle langue surtout? C'est ça la vraie question. Non, en français, non, en français parce que, ou on va dire en français, ou la langue, dépendant qui est dans la pièce, je déteste ou je ferai jamais ça à une personne. On pourrait avec Marc, si tout d'un coup on veut pas que deux personnes comprennent, on pourrait peut-être basculer sur l'italien parce que c'est la langue laquelle il y a le moins de personnes qui discutent, mais je déteste ça. À chaque fois, on se concentre vraiment à parler la langue qui est majoritaire dans la pièce où on se trouve. Il y a une question justement sur les relations entre toi et Marc Gauci. On va dire, alors là on parle de sportif. À quel point tu es impliqué dans, je sais plus qui... Oui, alors voilà, tu peux la lire, Ouais. c'est plus simple. Mati04, comment est ta relation avec Marc Gauci? Comment se passe le processus de recrutement d'un joueur? Est-ce que c'est lui qui vient te voir avec une proposition ou au contraire c'est toi qui vas le voir en lui disant qu'il te faudrait un joueur de tel ou tel profil? Disons, la relation se passe très bien. On a une relation de chef ou de directeur sportif à entraîneur. Ça fait on communique tous les jours, on se parle tous les jours et on évalue les matchs. On en discute après chaque match ensemble. Mais encore une fois, plus avec mon staff entier, pas juste avec moi. Ça fait sur ce point de vue-là, on a une très bonne relation. Maintenant, le recrutement, c'est un mélange pour moi. C'est quand même aussi, c'est le chef qui a, on va dire, il a un fil rouge ou c'est une personne qui met en place un fil rouge et qui a une vision plus à long terme. Nous, en tant qu'entraîneur, généralement, on a plus une vision sur le présent où on vit le moment actuel, ou le championnat ou au jour. Ça fait lui, c'est quand même la personne qui doit prendre du recul et dire à regarde, avant, tu as parlé qu'on avait peut-être une équipe un peu plus âgée. Ça fait c'est de dire, voilà, dans tant d'années, il faudra remplacer ce joueur. Ça fait là, après, il y a des listes qui sont faites, il y a des discussions, mais encore une fois, pas juste avec moi. Ça, c'est des discussions qu'on fait dans le coaching staff, qu'on s'assied quand même régulièrement autour d'une table et on va discuter et tout le monde donne son avis et tout d'un coup un tel va arriver, ah oui, moi j'ai coaché lui, alors ça pourrait être un potentiel candidat et après c'est les débats qui commencent, mais à la fin c'est lui qui construit l'équipe et c'est lui qui tranchera. Si je prends un exemple récent finalement où vous avez pu avoir ce genre de discussion, parce que je réfléchissais vite quand tu discutais, je me dis, où vis-tu par exemple, voilà, il y a une possibilité d'engager ce joueur, comment ça se passe? Est-ce qu'on se dit, Yorick dit, ah mais je le connais de l'équipe de France, toi tu dis, ah oui mais j'ai joué avec ou contre, je sais ce qu'il vaut, on prend 2-3 contacts, on essaye de savoir un petit peu, puis hop, on y va? C'est comme ça que ça se passe. Il y a des noms qui sortent. Généralement, c'est aussi là, quand c'est des étrangers comme ça, c'est les agents qui envoient ou on apprend qu'il y a un joueur libre. Et le plus important, tu l'as dit, c'est de se renseigner. C'est pas de sauter sur la première opportunité, c'est quand même de se renseigner. Cette année, on a pris notre temps aussi avec le 6e étranger, ou quand Vatanen s'est blessé, pour le remplacer comme 6e étranger, parce que les choses allaient bien, mais à la fin, on cherchait la bonne personne et le joueur juste. C'est pour ça que ça a pris un peu plus de temps et tout d'un coup le marché, il n'y avait pas grand chose sur le marché. Alors quand ça vient comme ça, oui, on reçoit des propositions et tout d'un coup on fait des relations, on dit Yorick, toi tu as coaché ce gars-là en équipe de France, tu as peut-être joué avec lui, après moi je vais dire moi je connais telle personne qui a coaché contre lui et on commence à faire des téléphones et on met tout ça ensemble et ensuite on va peser le pour et le contre. Moi, j'aimerais qu'on revienne un peu à Genève. Avant de parler de tes années genevoises, on va dire, j'ai quand même une question qu'on a pour l'instant pas posée, mais on l'a eu 4 ou 5 fois. Ouais. En gros, c'est comment on coach Omar, Phil Poula, Winnick et compagnie. Ouais, j'ai fait un grand raccourci, mais c'est un peu ça. Raison, je ne sais même pas si je peux retrouver qui l'a posé, parce qu'il y a vraiment eu... Est-ce que c'est possible de les coacher? Comment tu fais? Quelle est ta relation avec ces joueurs? Est-ce que c'est facile? Je me souviens... Je ne sais plus si c'était toi, Greg, qui m'avait posé ça. C'était une des grosses questions à la journée de presse d'avant-saison, qui avait même des points d'interrogation à certains moments. Il faut le dire, soit un jeune entraîneur ou un jeune entraîneur qui n'a pas beaucoup d'expérience, de dire il a une très bonne équipe, mais est-ce qu'il sera capable de gérer cette question? C'est toi qui m'avais posé cette question. Est-ce qu'il va être capable de gérer, en fin de compte, toutes ces stars ou tous ces joueurs? Et à la fin, moi, si je me souviens bien, je t'avais presque répondu, le plus important, c'est d'être soi-même et pas de commencer à vouloir trop aller dans leur sens comme ça, c'est d'être soi-même. Ça fait... Est-ce qu'il y a
techniquement, est-ce qu'il n'y a rien à apprendre à des joueurs comme ça quand tu vois le penalty que Témon essaye à Fribourg pendant le tournoi international? Ces joueurs, techniquement, ou un Linus, techniquement, il n'y a pas grand-chose à leur apprendre. Mais après, c'est surtout de leur faire accepter un certain rôle et un certain concept d'équipe et qui joue le jeu et qui reste dans ce qu'on veut. C'est plus dans le jeu. Après, comme j'ai dit, tactiquement aussi, c'est des joueurs, c'est des très bons joueurs tactiquement. Après, par rapport au système de jeu qu'on veut jouer, la discipline et la rigueur dans laquelle... Alors, je pense que c'est plus la gestion des égos et du joueur qui est le plus compliqué dans cette situation. Parce que, comme je l'ai dit avant, on est dans cette position aussi parce qu'on a j'ai la chance de coacher une très, très, très bonne équipe. Mais à la fin, ce n'est pas un devoir facile tous les jours parce qu'à la fin, tu peux envoyer 5 joueurs sur la glace seulement. À la fin de match, dans une fin de match, quand c'est serré, on doit marquer des buts. Tout le monde veut être sur la glace. Sur le powerplay, plusieurs joueurs. Il n'y a qu'un puck. Il y a beaucoup de petites... Il y a beaucoup de gestion, comme j'ai dit, que ce soit les égos ou tout ça à gérer. La saison, on a commencé, on a dit, c'était une très bonne saison qui s'est bien déroulée, mais derrière, c'est beaucoup plus difficile qu'on le pense aussi. T'as bien dormi la veille de devoir dire à Artikainen et Omar qu'ils n'allaient plus jouer ensemble le match d'après? J'arriverai pas à me souvenir. Je me souviens très bien parce que c'était après le match et le match d'après, c'était après le match de Davos, sauf erreur, qu'on perd ici bêtement alors qu'on menait 3-0, on encaisse à 1 seconde de la fin du premier tiers. Et si je me souviens bien, c'est après ce match et le match d'après, c'était contre Zug et on avait gagné 5-1 ou 5-2 contre Zug ici. Et après le match, j'étais tellement fâché et je suis rentré dans le bureau et j'ai pris les 2 noms sur le tableau et je les ai séparés et j'ai dit, pour l'instant, vu comme ça se passe, je veux pas les voir ensemble. Et alors ça s'est fait naturellement sous le coup de l'émotion peut-être après le match. J'ai mal dormi parce que comme après chaque match, je dors pas bien. Mais le lendemain, quand je suis arrivé, j'étais convaincu que pour le bien de l'équipe, c'était la chose à faire à ce moment-ci. Et on est allé, après encore une fois, c'est comme on a dit par rapport au recrutement avant, c'est que j'arrive avec cette idée et je regarde mes assistants et je leur dis maintenant, faites-moi un line-up. Généralement, quand je fais des changements comme ça, je demande à mes 2 assistants, je leur dis, je vais tout changer. Je ne vous dis pas ce que moi je vais faire, mais je veux voir votre line-up. Ça fait les 2 vont chacun de leur côté. Ils me font un line-up. On écrit les 3 line-up au tableau. Et ensuite, on commence à argumenter. Et chacun va défendre un peu son line-up. Et c'est ça, moi, dans un coaching staff, c'est ce qui me plaît le plus, un peu ces arguments entre nous à certains moments, ces challenges entre nous. C'est pour ça, quand tu cherches un assistant, moi personnellement, quand je cherche un assistant, je ne cherche pas quelqu'un qui va me dire oui, monsieur, à tout. Je vais dire, attends, mais là, il va me dire, tu as été nul, ou tu aurais dû faire, là, on aurait dû faire ça différemment, ou là, à ce moment-ci, tu aurais dû faire ça, ou peut-être même un moment, quelqu'un va me dire, tu prends un temps mort, là, ou comme ça, et à la fin, comme j'ai dit, moi, après, c'est comme vous l'avez dit avant, à la fin, les head coach, c'est quand même celui qui est devant et qui doit prendre la décision finale, et c'est moi qui l'apprends. Mais oui, c'est pas ça qui m'empêchait de dormir, c'était plus la défaite qui m'avait empêché de dormir. Moi, il y a une phrase, Greg dit souvent... Bon, alors le premier nom sur la feuille quand on fait le line-up, c'est... Voilà. Ben, à Genève, c'est qui quand vous êtes les 3, là, comme ça, puis tu attends tes assistants, tu te dis, bon, le premier nom. Parce que, comme ça, je me dis, quand même Tom Ernest, c'est quand même difficile, mais peut-être que toi, c'est différent. C'est clair, Ricky, lui, il va nous dire, Tom Ernest, c'est le premier nom, mais moi, à la fin, le premier nom, c'est le Genève Servette. On est là pour ça, c'est ce qu'on fait sur la glace, c'est génial et c'est génial pour tous les fans autour et pour le hockey suisse aussi d'avoir, pas juste à Genève, mais cette année, c'est une année, on va dire, très spéciale avec la qualité de joueurs qu'il y a et on va dire la qualité du championnat que tout le monde peut battre tout le monde. Ça, c'est une chose positive pour les gens qui aiment le hockey. Et à la fin, même moi, je suis un amoureux de hockey, mais... à la fin, moi, je réfléchis au Genève Servette. C'est pas de faire plaisir à un tel. À la fin, on a un objectif, on veut gagner ensemble. Récemment, il y a eu le match à Lausanne qui a été gagné 6-2, sauf erreur, par ton équipe. Un soir comme ça, tu arrives à prendre du recul puis dire ouais, quand même, ce qu'ils font sur la glace en ce moment, c'est impressionnant. Tu arrives à apprécier ce que fait ton équipe ou pendant le match, je dis, en après, évidemment, j'imagine que oui, mais pendant le match, tu apprécies? C'est une chose que je dois améliorer encore, qu'à certains moments, je suis peut-être trop exigeant ou
On dit que le perfectionnisme, c'est une maladie presque. Et alors, si à quelque part, je souffre de cette maladie, parce que je voudrais toujours que ça soit mieux, que tout soit parfait. Alors que, comme tu le dis, avec du recul, tu le dis, ah, mais waouh, ce soir-là, on avait joué un super match. On avait vraiment, dominant. Tout le monde était dominant. Et dans beaucoup de compartiments, que ce soit dans le jeu physique ou à certains moments on dit ouais on a des artistes mais si ça va frapper, ce soir-là on avait répondu dans le jeu physique, on avait répondu dans tous les compartiments et ça fait avec du recul oui mais j'apprécie quand même à certains moments, j'apprécie comme le lendemain après on a eu le geste à Tom Ernest entre les jambes. Même moi, sur le banc, à certains moments, je regarde et je dis, mais il m'a pas fait ça maintenant, là, comme ça. Même ça arrive aussi parce qu'on voit des choses à l'entraînement et on les voit, c'est des gestes, les gars. À la fin de l'entraînement, ils s'amusent. On a un groupe, ce qui est beau avec ce groupe, c'est qu'on a un groupe de compétiteurs. Ça fait après l'entraînement, c'est presque celui qui arrivera à certains moments à faire le truc le plus spécial. Ils se lancent des challenges où ils font des choses comme ça, mais après de passer de l'entraînement au match, c'est de le réaliser, c'est quand même c'est spécial. Ouais, mais pour un coach aussi, quand on voit Linus Sommark mettre le patin sur le puck puis commencer à faire des trucs de footballeur presque. Même, en plus, le pire, c'est que c'est utile. C'est que très généralement, si c'était juste des gris-gris puis que c'était pas utile, ça pourrait plus agacer. Mais tu le vois faire ça, puis tu te dis, ouais, mais tu veux pas quand même simplifier un peu ton jeu parce qu'en play-off, ça va être plus compliqué. Ben c'est ce que je disais avant. Pour moi, à certains moments, mais c'est ça qui fait partie, on va dire, de cette année. On a parlé un peu de la gestion de tous ces joueurs-là. C'est de trouver la juste balance, justement, d'être exigeant, qu'il y a un système et une ligne à respecter. Parce que si on commence à jouer un peu du bago-bago, comme on le dit dans le jargon du hockey, ça devient un peu plus compliqué. Et je pense pas qu'on arrive à avoir du succès. C'est d'être capable de mettre une ligne et d'être, on va dire, dur et exigeant dans cette ligne-là, mais en même temps de donner quand même une certaine liberté à ces joueurs-là. Et moi, je leur dis souvent, c'est la phrase qui sort, c'est tu es libre d'exprimer ton potentiel et ton talent, mais ça doit être fait de manière responsable. Ça fait s'il va me faire un gris-gris alors que c'est le dernier homme et qu'il va essayer de dribbler deux gars, il perd le puck, il sait que quand il revient au banc, si ça se passe pas bien, que je serai un peu moins, on va dire, content. Il y a une question de Stefano Bottinelli. Comment gères-tu le temps de jeu des étrangers? Étant un entraîneur moderne, je pense qu'il y a une réflexion plus profonde que juste couper le banc et mettre les meilleurs tout le temps. L'objectif pour moi, de toute façon, c'est pour être champion, tu as besoin de 4 lignes. Tu as besoin de 4 lignes qui ont joué toute l'année. C'est pas de dire on veut faire des points ou on a besoin d'absolument gagner. C'est clair, il y a des soirs où tout d'un coup, ça vire mal. On regarde... On a dit, on a joué à Zurich récemment. On a perdu 6-5 et les temps de jeu ont un peu explosé à cause des pénalités. Et tout d'un coup, en fin de match, on a joué plus. On se retrouve avec des étrangers qui ont joué à 25-26 minutes. Ou les attaquants, parce qu'on va dire les défenseurs, c'est un peu différent. C'est un peu différent pour les défenseurs. Mais c'est aussi de leur faire accepter. Ça, à certains moments, c'est un grand problème parce que ces joueurs-là, ils ont besoin de glace et ils se sentent mieux le plus ils sont sur la glace. C'est aussi de gérer, d'être capable de faire accepter ça aux joueurs, de dire non. Du coup, moi, j'ai une transition sur le hockey champagne qu'on a au Vernet actuellement. Quand toi, tu jouais au Vernet, j'ai l'impression que c'était... Alors, je sais pas si c'était un champagne, c'était un peu différent. Il y avait peut-être du champagne dans les loges. Du mousseux. Ouais, il donnait un peu plus mal à la tête, le hockey, mais il n'était pas moins efficace forcément. Vous avez des finales, vous n'êtes pas passé loin du titre non plus. Mais c'était un autre délire quand même, le Genève Servette de ton arrivée, on va dire, en 2003 et pendant une dizaine d'années. Moi, c'était différent, mais je pense qu'il y avait, à chaque année, on peut se souvenir, moi, à mon arrivée, il y avait quand même un Oleg Petrov. C'était, on va dire, voilà, aussi, très très bon joueur, qui est, on va dire, qui est un adepte du hockey champagne aussi, quand même. C'est un Russe, attention. Non, mais même Slava et André, c'est des très bons joueurs. C'était pas, voilà, c'était juste que j'étais fan d'une autre équipe et comme ils faisaient perdre mon équipe, je les appréciais moins. mais j'ai rien contre les personnes et les joueurs de hockey. Slava,
va de temps en temps m'envoyer des messages, alors il n'y a pas de problème. Mais pour revenir au hockey, oui, c'est un hockey différent. On va dire, c'est par rapport à... Chaque entraîneur doit s'adapter aussi un peu par rapport au groupe qu'il a. On va dire, même si maintenant on compare ce hockey-là, même au hockey de l'année passée et de cette année, c'est un hockey différent. On regarde l'année passée, je pense défensivement, en 29 matchs, on avait encaissé 52 ou 54 buts, quelque chose que même pas 2 buts par match de moyenne, c'était quelque chose d'impressionnant. Même si on n'a pas changé grand-chose, quelque chose qu'on n'arrivera pas à faire cette année parce qu'on joue plus du hockey champagne, tandis qu'à l'époque, on va dire c'était un hockey totalement différent, mais qui était très efficace aussi. Mais comme je dis, c'est peut-être ça la force d'un entraîneur, c'est il doit être capable de s'ajuster quand même au groupe qu'il a. Tu as participé pas à la promotion, du coup, vu que tu es arrivé après, mais pas longtemps après la promotion Genève Servette, finalement, à l'évolution de ce club, de néo-promu à équipe qui devient une équipe du haut de tableau de temps en temps, puis qui devient finaliste 2 années sur 3, si je me rappelle bien. Oui, c'est juste. Comment, toi, tu as vécu de l'intérieur cette évolution du Genève Servette ? C'est un peu, aujourd'hui, je le dis toujours, Genève, c'est le club de mon cœur. J'ai joué dans des très beaux endroits et dans des belles villes de hockey, mais Genève, c'est le club de mon cœur. J'ai vu ce club grandir. Je me souviens, ma première année, c'était la 2e année en Liga. Ils avaient fait la promotion, ils s'étaient qualifiés pour les playoffs dès leur première année en Liga ou ancienne Liga, National League maintenant. Et moi, j'étais arrivé la 2e année, mais je me souviens que les Vernets, il y avait 3000, 3500 personnes. Tout était encore, mais même dans l'encadrement autour du club, que ce soit le bureau, et sans manquer de respect à ces personnes-là, par rapport à qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, c'était quand même c'était quelques étages ou échelons en dessous. J'ai vu grandir ce club, se développer. On va dire ce club même grandir à l'intérieur de la communauté. Qu'aujourd'hui, le hockey s'est bien implanté à Genève. On a un super public. Si on regarde là, cette année, on a une super moyenne et on sent ce public qui est derrière. Et c'est un très bon public aussi quand même, parce que moi comme joueur, je l'ai vu quand j'étais comme joueur, que quand tu parles à d'autres joueurs, il n'y a pas beaucoup de monde qui aime venir jouer à Genève comme adversaire. Et quand notre public nous pousse, ça aide beaucoup. J'ai vu ce club grandir. C'est ça qui a tissé des liens spéciaux entre Genève et moi. Ça me fait drôle que tu parles d'adversaire parce que justement, il y a une question de Christophe Moser. Quel est le coach le plus difficile à affronter ? Et puis, quel joueur du championnat tu rêverais de coacher ? Des fois, c'est difficile de parler des autres joueurs, des autres équipes, mais voilà. Oh, les coachs, ça c'est une belle question piège. Je ne sais pas s'il y en a, on peut dire il est plus dur à coacher contre. À la fin, on va dire, c'est toujours un challenge de coacher contre celui qui a le plus de succès. On va dire celui qui a eu le plus de succès ces derniers temps, c'est Agnès. Alors, c'est quand même quelqu'un qui joue un hockey moderne et qui a fait beaucoup aussi pour Zug et aussi pour le hockey suisse. Je pense que comme dans les dernières années, ce qu'ils ont fait, ça fait... Mais je pense qu'à la fin, moi, je le prends, c'est de toute façon un challenge en deux coachs ou en 2 staffs qui fait que c'est intéressant. Mais je vais te dire Agnès parce qu'il a une très belle équipe à disposition et il la gère très bien aussi. Et puis, le côté nordique, toi, tu le disais aussi, ton côté canadien, tu ne vas pas le renier. Mais est-ce que tu te considères comme un coach un peu nord-américain ou finalement, tu as puisé de l'inspiration un petit peu partout, un petit peu là en Finlande parce qu'ils ont du succès puis que c'est intelligent, un petit peu en Suède de la même manière et puis un petit peu au Canada parce que là aussi, et puis peut-être un petit peu de Suisse aussi. Je pense que c'est ça qui fait qu'on avance. Et moi, je l'ai dit, moi je suis un étudiant du hockey, je l'ai dit, j'étudie le hockey tous les jours. Je rentre à la maison, premièrement, je dois jouer au coach à la maison parce que je dois jouer avec mes 2 enfants et on s'amuse à l'extérieur encore. Dès que je sors d'ici, je sais que j'ai encore 1 heure du hockey à l'extérieur à faire avec mes enfants. C'est encore une fois, je dois... Ils ont du potentiel ? Tout enfant à un jeune âge a du potentiel, oui, ils en ont. Ils choisiront ce qu'ils veulent faire. J'essaie de les protéger à certains moments à la fin, je rigolais des fois avec Jeff pour certaines choses. Je disais, regarde, moi j'ai vécu ça, on en a parlé un peu, j'ai vécu ça. Quand j'étais plus jeune, c'est une des choses peut-être, j'espère que mes enfants, à certaines choses, le vivent pas de la même manière que moi, mais oui, ils ont du potentiel, mais à la fin... Chacun a son chemin et ils feront leur chemin. Et s'ils font du hockey, ils font du hockey. S'ils font autre chose, ils feront autre chose. Il n'y aura jamais aucune pression de ma part parce qu'il y a des choses plus importantes que le hockey, on va dire, dans la vie pour eux aussi. Ouais. Mais par contre, pour toi les 2 prochains mois, il n'y aura pas grand-chose de plus important que le hockey, c'est ça ?
Non, là, j'ai de la chance. Ma femme, je l'ai connue assez tôt comme joueur, alors elle sait aussi qu'après les matchs, je suis jamais une personne qui parle beaucoup et qui est généralement, même si on gagne, je suis pas toujours de bonne humeur. Elle sait comment vivre avec moi et elle sait déjà que là, pour les 2 prochains mois, il y a une seule chose qui va m'obséder et qui compte. Et eux, ils vont être pas mis de côté, mais ils savent qu'il y a autre chose dans ma tête. Il y aura autre chose dans ma tête tous les jours. Et puis, bon, je veux dire, si elle épouse un cas Dieu, puis qu'elle s'attend pas à ce que ça cause OK, c'est que vraiment elle a raté quelque chose. Hein. Je crois que... Je peux te rassurer, les copines ou femmes de journalistes savent aussi que mars-avril, faut pas avoir trop de choses dans l'agenda, c'est très compliqué. Voilà, surtout cette année, ils ont décalé un peu les séries des playoffs au début, qu'il y aura presque des matchs tous les soirs. Ouais. Ça fait même pour vous, ça sera peut-être encore pire. Exactement. Encore plus pris, ouais. Exactement. Je pense on peut en rester là. Absolument. J'ai eu beaucoup de plaisir, mais il paraît que tu as des autres événements. Il y a beaucoup de questions encore. On est désolé, on s'excuse aussi par rapport aux gens. On a essayé de faire un petit peu les questions qui étaient le plus en raccord. C'est pas une question de pertinence, c'est plus en raccord avec ce qu'on voulait discuter avec Yann. Et de ce qu'on discute. En tout cas, on a eu un grand plaisir de t'avoir dans notre micro. Merci Absolument. beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Et puis, on te souhaite plein succès pour ces playoffs qui arrivent tout soudain. Parfait, merci beaucoup. Merci pour beaucoup, l'invitation. Yann. Merci. À bientôt. À bientôt.